Léo et les presqu'îles. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Léo et qui vivait dans une vieille maison située derrière deux petites collines entre lesquelles un chemin menait vers la mer. Sa maison était ici et avait nom le quai qui part. Léo vivait seul avec sa mère parce que son père, qui avait toujours été pêcheur, s'était perdu en mer, alors que le petit garçon avait 3 ans. Il y avait de cela plusieurs années, et Léo devenait doucement un petit homme, aussi vaillant que débrouillard. Un jour de printemps, il demanda à sa maman: « La mer, est-ce que c'est loin d'ici ?» Sa maman, qui ne voulait pas lui mentir, mais qui ne voulait pas non plus que son petit garçon s'éloigne trop tôt de la maison, lui répondit: « C'est à peu près 3 heures au pas d'un homme. C'est loin. » Léo répondit d'un air décidé: « Ça ferait à peu près 5 heures à mon pas. Demain, je vais aller voir ça. » Sa maman savait bien que cela viendrait un jour. Elle se dit que l'empêcher serait pire que tout. Il valait mieux lui montrer tout de suite le chemin des choses de la mer et les routes de la vie, plutôt que de faire couver des jours et des jours l'envie de partir qui ne fera que grandir avec le temps. Elle dit: « C'est bien, Léo, le temps est venu. Demain matin, très tôt, je te mènerai entre les deux collines et de là, je te montrerai où rejoindre le chemin de la mer et le monde des 5 presqu'îles. » Ce soir-là, le petit garçon prit un peu plus de temps à s'endormir et rêva qu'il était loin, sur la mer, à la pêche, et qu'il prenait un poisson si gros qu'il en avait peur et devait lui abandonner sa ligne. Et 1000 autres aventures qui l'attendaient. Il fut le premier debout le lendemain et allait rappeler à sa maman la promesse de la veille. Mais ce fut elle qui dit: « Il faut bien manger au petit déjeuner, Léo, parce que la route est longue pour aller à la mer. À midi, tu n'y seras pas encore. » Il mangea bien, prit un petit baluchon dans lequel sa mère avait mis de quoi casser la croûte, une gourde pleine d'eau fraîche, puis ils se mirent en route. Vers 8 heures. À la grande surprise de sa mère, qui avoua ne pas trop s'y connaître en distance, ils furent entre les deux collines au bout d'1 heure seulement. Ils étaient donc rendus ici. Alors la maman dit: « Tu vas descendre vers ce grand lac que tu vois en bas et que ton père a toujours appelé l'étang à sel. Arrivé au bord, tu prends à gauche un petit chemin que tu trouveras en traversant un ruisseau qui coule comme ça. Puis tu montes comme si tu revenais ici, mais tout droit, sur la colline de gauche. Après, tu suis le chemin qui te mènera chez le capitaine. C'est un bon vieux qui a aidé ton père autrefois, et il va t'aider à ton tour. Si jamais tu ne sais que répondre aux questions qu'on te pose, tu peux toujours dire: « Ma mère disait, à donner ce que l'on a, on ne perd rien de ce qu'on n'a pas encore. » Puis elle embrassa son petit garçon. « Reviens vite me dire comment les choses se font. » Et il partit. Elle le regarda un moment, puis quand il fut dépassé un certain gros caillou, fit un grand signe de la main et s'en revint au quai qui part, en priant pour que le ciel protège son enfant. Elle était pleine d'inquiétude, mais très fière aussi d'avoir un petit garçon si vaillant et si audacieux. Léo descendit donc jusqu'au lac et tourna à sa gauche, puis sautant le petit ruisseau, remarqua qu'il était plein de tout petits poissons couleur d'argent. Il se dit:
voilà sûrement une eau où je ne pêcherai pas. Ça ne serait pas très nourrissant. Il but un peu d'eau à sa gourde et se remit en marche pour monter la colline qui lui faisait face. Un quart d'heure après, il était au sommet et s'engageait dans un sentier assez étroit, mais très évident, qui le mena dans 1 heure à peine devant une vieille cabane de bois rond qui avait l'air cependant très solide, comme si on l'eût fait pousser là, avec à sa porte un grand vieux curieusement vêtu qui l'apostropha. « Oh, c'est le petit Léo! Je ne t'attendais pas avant tes 15 ans, toi. Mais je suis content de te voir. Ton père était un bon pêcheur. Oh, t'en seras un. Alors, Léo, t'es venu te faire bâtir un bateau chez le vieux Abel. » Pris dans les mots de son destin, Léo répondit aussi sec. « C'est ça, mais un peu plus grand et un peu plus fort que celui que vous aviez fait pour mon père. Seulement pour vous payer, c'est que maman n'a pas d'argent et moi, je suis vaillant, mais en dehors de mon baluchon, j'ai rien. Je vais te faire ton bateau. Je vais te faire ton bateau. T'es vaillant que tu dis? On verra ça. Moi, de toute façon, tout ce que je te demanderai, ça sera de me donner le plus gros poisson que tu auras pris à chaque saison que tu pêcheras. Ça te va, mon Léo? Sûr que ça me va. C'est pas cher. Bon, ben si c'est comme ça, rentre-moi un peu de bois pour le souper, tu vas coucher ici, et demain, tu te rendras chez la vieille Benoîte dans la presqu'île du Fort. C'est elle qui fait les filets puis les voiles. Elle est souvent mal commode, mais je te dirai quoi faire pour l'amadouer. Allons, rentre. Ici, tu es chez moi, dans la presqu'île du capitaine. Ils mangèrent un repas de morue rôtie, et après le thé, le vieux se mit à chanter. Le plus petit bateau demande un capitaine, le plus grand capitaine a besoin d'un bateau. Maille à terre, maille à l'eau, c'est la vie du matelot. Maille à terre, maille à l'eau, c'est la vie du matelot. Le plus petit bateau demande un capitaine, le plus... Mais Léo était déjà endormi. Il avait eu une grosse journée. Le lendemain, après déjeuner, il partit vers la presqu'île du Fort, avec la recommandation de ramasser quelques brins de thym sauvage qu'il ferait bon offrir à la vieille en arrivant. Il sauta le ruisseau vers midi, trouva le thym sauvage, en cueillit plus que suggéré, et après avoir pris un bout de pain noir que le vieux capitaine Abel lui avait mis dans son baluchon et bu un peu d'eau au ruisseau, il reprit courageusement son voyage. Le chemin était plus étroit, et il pouvait voir à travers les arbres rares l'eau qui le séparait de la presqu'île suivante. Il arriva en vue de la vieille hutte vers les 3 heures. Tout avait l'air désert et abandonné. Mais en s'approchant de la hutte couverte de paille, il remarqua un grand oiseau qu'il prit pour un corbeau, perché sur un piquet. Il en eut presque peur. L'oiseau aussi peut-être, puisqu'il s'envola en trouant l'air d'un cri étrange que Léo ne connaissait pas. Et la vieille apparut, vêtue d'un accoutrement d'un jaune sale, constitué en fait de plusieurs sacs de pommes de terre, de la jute usée de travail et de mauvais temps. « Bonjour, madame Benoîte. »« Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? De la voile puis du filet? Ha! C'est encore ce vieux Grigou d'Abel qui me l'envoie. Ton nom? » Léo décida de ne pas se laisser impressionner par la vieille et répliqua « Vous avez bien deviné,
Et c'est lui aussi qui m'a dit que je vous ferais plaisir en vous apportant ça. » Et il lui tendit son gros bouquet de thym sauvage. La vieille eut une sorte de demi-sourire et changea de ton. « Au moins, t'es poli. Ton nom toujours. »« Je m'appelle Léo, et Monsieur Abel me fait un bateau. Il m'a dit qu'il allait le commencer aujourd'hui. »« Bon, c'est bien. Tu peux entrer. Un filet, j'en ai un de fini. Mais il faut que tu me dises bien la longueur de ton bateau pour la voile. » La vieille paraissait apprivoisée, mais elle se déplaçait avec difficulté. Il s'offrit donc à aller lui chercher un seau d'eau, puis à rentrer un peu de bois. Vers l'heure du souper, ils mangèrent un peu de poisson fumé. C'était de l'aigle fin, et c'était fort bon. Puis invité à dormir sur une paillasse, il accepta, après qu'ils se furent entendus sur le prix de la voile et du filet. « Chaque fois que tu auras pris 9 poissons, le 10e sera pour la vieille Benoîte. Qu'il soit petit, qu'il soit gros, peu m'importe. Moi, ce que je veux, c'est le 10e. T'as compris? » « J'ai compris, et je suis bien content. Vous êtes bien bonne pour moi. »« Ah, il est poli, celui-là. Il est poli, au moins. » Le lendemain, après avoir été lui quérir de l'eau et rentrer 2 brassées de bois, Léo quitta la vieille et, sur ses recommandations, entreprit de faire le tour de l'anse pour se rendre au bout de la presqu'île majeure qu'elle avait dit, et y rencontrer un drôle de personnage qui s'appelait Colin. Ce fut l'étape la plus longue de son voyage. Il fut rendu au fond de l'anse vers les 2 heures de l'après-midi, et si fatigué du chemin qu'il décida de s'y arrêter un moment. Et après une bouchée d'aigle fin fumé et une gorgée d'eau de sa gourde, Léo s'endormit au pied d'un gros caillou. Il fut réveillé au bout d'1 heure par un bruit d'eau et de chicane. Un grand héron bleu venait d'attraper un brochet presque aussi long que son cou et luttait furieusement pour le tuer. Léo observa la bataille avec ravissement. Le grand oiseau la gagnant, bien sûr, et Léo ne put se retenir de crier « Il l'a eu! Il l'a eu !» Aussitôt, le héron s'envola, et en passant au-dessus de Léo, lui fit peur. Il n'aurait jamais pensé que ses ailes fussent si grandes. Il se remit en route, en se disant que ça lui fera quelque chose à raconter à Colin, qui, selon la vieille, avait encore plus mauvais caractère qu'elle-même. Il arriva au bout de la presqu'île majeure, comme le soleil se couchait, et fut surpris de n'y trouver ni cabane, ni habitation. Mais comme le sentier menait jusqu'au bord de l'eau, il le suivit, et se trouva bientôt face à un grand bateau à 2 mâts, un de misaine et un de hune, d'où quelqu'un lui cria « Si tu sais ramer, tu peux embarquer. Le souper est prêt. Prends le canot qui est là. » Léo décida qu'il était temps d'apprendre à ramer, et s'y exerça d'abord sans détacher le canot. Puis quand il eut saisi la manière, s'éloigna courageusement de terre. Après quelques virées maladroites, il réussit à se rendre au bateau, sous les moqueries mêlées de conseils du capitaine qui finit par lui dire en le faisant monter à bord « Tu vas apprendre vite, toi. T'es un petit débrouillard. »« Êtes-vous Monsieur Colin? Quelqu'un m'a dit en chemin que vous aviez un mauvais caractère. Excusez-moi de vous dire ça, mais moi je vous trouve bien accueillant. »« Ah, ça c'est ma mère, la vieille Benoîte. Elle a si mauvais caractère qu'elle s'imagine que le reste du monde est comme elle. Ben, c'est une bonne personne au fond. Lui as-tu donné un petit coup de main? »« Oh, c'est votre mère? Bien, elle a été bien aimable pour moi, puis elle va me faire ma voile. Je l'ai aidée un peu, oui. Puis il me reste encore de l'aigle fin fumé qu'elle m'a donné. En voulez-vous? »« Oh oui,
Il y a longtemps que j'ai eu de son aigle fin. La mère Benoîte, pour fumer le poisson. Et le capitaine Abel, lui, comment il se porte? Oh ben, il me fait un bateau, plus grand que celui de mon père. Est-ce qu'il est parent avec vous? C'est mon père. On s'entend bien, mais mieux de loin. On se salue des fois au large en pêchant le flétan, là où les fonds se creusent. Puis toi, tu veux un mât, puis des rames. Ah oui. Ben pour les rames, j'en ai 2 de fait. Mais pour le mât, c'est un peu plus long, mon garçon. Ben, la mesure, puis le trouver, 3-4 jours. T'as rencontré personne sur ton chemin? Oh, j'ai vu un grand héron qui a réussi à tuer un poisson presque aussi long que lui. Ouais, le grand salaud. Il m'a vidé mon filet l'autre jour. J'avais pris de la truite de mer, j'ai pas eu l'honneur d'y goûter. Pour vivre de la pêche, faut en surveiller des choses. Et ils causèrent ainsi tard dans la soirée. Léo apprit encore pour le lendemain qu'il devait se rendre dans la presqu'île de l'Anneau, et que pour se faire fabriquer une ancre et une chaîne, il faudrait arriver là en chantant une chanson de marin, et que pour obtenir un mot du vieux géant forgeron, il faudrait l'appeler « mon oncle Déodat » en arrivant, et prendre le grand soufflet pour attiser le feu qui ne doit jamais s'éteindre. Toute une cérémonie. Mais pour mon mot et mes rames, ce sera combien, monsieur Colin? Ce sera les 10 premiers poissons plats que tu prendras dans ta saison. Du flétan, de la plie, de l'alimente, du turbo, mais plat. C'est d'accord? Oh, d'accord. Et Léo partit pour la presqu'île de l'Anneau. Colin l'accompagna jusqu'au fond de l'anse où il avait son filet. Puis l'anse contournée, Léo commença à se chercher quelque chose à chanter. Il finit par se souvenir du refrain que le vieux capitaine avait chanté. Le plus petit bateau demande un capitaine, le plus grand capitaine a besoin d'un bateau. Maille à terre, maille à l'eau, c'est la vie du matelot. Maille à terre, maille à l'eau, c'est la vie du matelot. Il se dit qu'il ne savait là qu'un refrain, mais qu'il le reprendrait sur un autre ton. Il vit d'abord le feu. De loin, il avait déjà entendu le marteau sur l'enclume. Mais il se demanda comment l'oncle Déodat pouvait vivre dans un pareil trou. Tout était noir comme le derrière du chaudron, et ça sentait le charbon et la suie, le fer brûlé, trempé, l'eau qui grésille, un véritable enfer. « Bonjour, mon oncle Déodat. »« Qu'est-ce que tu chantes ?» Je disais « Bonjour, mon oncle Déodat !» criait Léo de toutes ses forces dans le vacarme. « Ouais, je t'ai entendu. Bonjour, mon garçon. À cette heure, chante ta chanson. » Léo commença. « Le plus petit bateau de... » Le géant s'arrêta net pour écouter. Et de surprise, Léo s'arrêta de chanter. « Continue, continue !» Et l'oncle Déodat se mettait à chanter avec Léo, d'une voix aussi énorme qu'il était grand et noir de suie jusqu'aux yeux. Il reprit par 3 fois le refrain qui semblait toujours avoir flotté sur les mémoires, sans que personne n'en sût le moindre couplet. Léo trouvait que l'oncle Déodat était bien moins effrayant qu'on le disait, et s'aperçut bientôt que toutes ces cérémonies étaient en fait une suite de farces que le bonhomme faisait pour se distraire. Quand on en vint au prix à payer pour avoir l'ancre et la chaîne faites, le vieux géant lui dit « Si je te demande de me donner le plus petit poisson que t'auras pris dans ta semaine, vas-tu trouver ça cher? » Léo ne savait trop que penser,
et se souvint soudain de ce que sa mère lui avait dit, et répondit « À donner de ce qu'on a, on ne perd rien de ce qu'on n'a pas encore. Ça, c'est sûr. » L'oncle Déodat éclata de rire. « T'es adroit, toi. Créléo, t'es futé comme une anguille. Oh, c'est sûr, c'est toi qui vas avoir la fille. C'est toi, y a rien de plus certain. » « Quelle fille? »« Tu verras. En attendant, on va aller dormir. » Mais l'oncle Déodat, lui, ne se couchait pas. Il réattisait son feu, et Léo s'endormit aux échos du marteau sur l'enclume. Il se réveilla avec le soleil et la voix tonitruante du bonhomme qui chantait « Le plus petit bateau demande un capitaine, oh, le plus grand capitaine a besoin d'un bateau. » En tapant du marteau, à croire qu'il avait passé la nuit à forger. « Viens voir ton oncle, Léo !» Léo eut la belle surprise de voir une ancre noire suspendue à une poutre de la forge par sa chaîne. « Je vous promets le plus petit poisson que vous aurez jamais vu, mon oncle. » Cette ancre-là est un peu pesante pour toi, là. Mais elle sera sur ton bateau avec sa chaîne quand le bateau sera prêt. Avec ça, il te manque plus que le filet. « Oh, pour le filet, la vieille Benoîte m'a dit qu'elle allait me le faire. »« Bah, c'est une autre de ses menteries, ça. Vieille folle. Mais elle s'imagine qu'elle fait encore du filet. Bon. Seulement, elle voit plus très bien, la vieille. Puis ça donne un filet avec des grands trous de mailles qui manquent. Pour les voiles, elle est parfaite, ça, faut... Mais avec le filet qu'elle maille, on pourrait manquer des marsouins. On accepte, pour pas y faire trop de peine. Mais on pêche avec les filets de la sirène. » »« La sirène? Qui c'est donc, ça? »« Irène. C'est la fille de la vieille Benoîte qui reste là en face sur la pointe de l'oreille. Une presqu'île comme ici, mais plus petite. Tu y seras dans 1 heure. Puis toi, comme t'as pas la langue dans ta poche, ça te coûtera pas cher. Oh! Salut, mon petit Léo, puis bonne chance. Le plus petit bateau demande un capitaine, oh, le plus grand capitaine a besoin de bateau. Léo se mit en chemin pour ce qui semblait la dernière étape de son périple. Il contourna la petite anse et il y vit une tortue qui se chauffait au soleil. Il ralentit alors son pas, en se disant que, décidément, il avait hâte de rencontrer cette Irène qu'on avait pour des raisons à lui obscures encore surnommée la sirène. Quand il arriva au bout de la presqu'île derrière laquelle c'était la mer à l'infini, jusqu'aux nuages bas sur l'horizon, la belle Irène était en train de faire du filet dehors. Elle maillait le fil vert avec doigté, une gestuelle du bras qui ressemblait à de la danse. Ses cheveux blonds très longs flottaient au vent de 4 heures. La corde à flotteur était tendue entre 2 grands piquets, sur l'un desquels était posé un gros oiseau qui regardait le visiteur avec un air de juge. « Bonjour, Léo, dit-elle. Le vent m'a dit que tu viendrais aujourd'hui, et je me suis mise tout de suite à l'ouvrage. Tu auras ton filet demain soir, mais je vais te demander de commencer à me le payer tout de suite. »« Mais c'est que je n'ai pas d'argent, mademoiselle Sirène. Est-ce que je peux vous rendre service? » ?»« Mais la parole est d'argent, Léo. Pour me remercier et m'encourager à poursuivre le travail, tu vas me raconter comment s'est déroulé ton voyage jusqu'ici. Et quand j'aurai fini, 1 fois par semaine,
le dimanche, tu viendras me raconter ta semaine de pêche. Bon, tu peux commencer. Et Léo raconta, en trouvant que ce n'était vraiment pas cher pour un outil aussi précieux qu'un filet. Il racontait le vieil Abel dans la presqu'île du capitaine, la vieille Benoîte, mais sans mentionner le filet qu'elle lui avait promis. Puis Colin, leur fils, qui vivait sur le bateau ancré au bout de la presqu'île majeure. Il la fit rire en lui narrant la forge et surtout le souper chez l'oncle Déodat, qui, couvert de suie, insista pour que Léo aille se laver les mains pour souper. Pendant qu'il parlait, il remarqua que l'oiseau l'écoutait comme s'il eût tout compris. Elle s'en aperçut et lui dit « Martin t'écoute? Oui, oui, tout comme moi. Il comprend tout. Il y a 5 ans qu'il est avec moi. C'est moi qui l'ai élevé. Et tu serais surpris de savoir tout ce qu'il sait faire. Tiens, regarde. » Elle s'arrêta un moment de mailler et s'adressant à l'oiseau, « Martin, va donc nous pêcher un peu de poisson pour souper. » Le martin pêcheur s'envola aussitôt et vira vers le large. La sirène se remettait à mailler de ses gestes clairs dans le soleil. Et Léo se mit à parler de sa mère et du quai qui part d'où il venait. L'oiseau revint avec dans son bec un poisson presque aussi gros que lui-même. Et avant que Léo eût le temps de s'en étonner, il posait le poisson près de sa maîtresse et repartait pour le large. Au bout de 3 poissons, elle l'arrêta. « Tu peux te reposer maintenant, Martin. Merci. Tu fais un beau pêcheur. » Ce soir-là, Léo dormit dans un grand hamac tressé de cordes fines. Et le lendemain matin, il repartit vers le quai qui part pour donner des nouvelles à sa mère. Arrivé à l'étang, il décida d'en faire le tour complet pour une fois. Revenu à son point de départ, il se demandait encore comment faire pour donner le plus gros poisson au capitaine Abel, puis 1 poisson sur 10 à la vieille Benoîte, puis les poissons plats à Colin, et enfin le plus petit poisson à l'oncle Déode. Ça devenait un casse-tête épuisant. Il avait soif et s'aperçut qu'il avait oublié sa gourde chez la sirène. Il se pencha pour boire à l'étang et recracha aussitôt sa gorgée d'eau. Elle était salée. « L'étang à sel! L'étang à sel, se dit-il. J'aurais dû y penser avant. C'est ma solution. Chaque fois que je vais revenir de la pêche, je vais mettre dans l'étang le plus gros, le plus petit, le 10e et le poisson plat que j'aurai pris. Et je pourrais dire à tout le monde, le poisson est là, rien qu'à vous servir. Avec une épuisette, chacun aura son dû. » Et Léo se mit à danser sur le chemin qu'il ramenait vers sa maman. Il chantait en montant le petit chemin entre les 2 collines.